Bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Bienvenue au rendez-vous de la découverte de l'information et bien sûr du divertissement sur Savane TV. Bienvenue à l'émission Bonjour le Faso. Vous le savez, nous sommes installés cette semaine au niveau donc de Koubri pour vous faire découvrir justement ces anciennes constructions qui servaient d'école publique en son temps. Nous reviendrons justement sur les informations à travers le témoignage que nous allons vous proposer aujourd'hui dans la rubrique à la découverte. Et pour la revue de presse, elle sera présentée par Bébé Kodjo Kambo que nous allons retrouver tout à l'heure. Dans la rubrique invité du jour, nous allons parler donc de l'apport de la prière dans un contexte d'insécurité ou dans un contexte de crise sociopolitique, comme c'est le cas au Burkina Faso. Nous en parlerons avec des hommes de Dieu qui nous viennent pour l'autre, donc pour l'un de la Côte d'Ivoire et pour l'autre du Cameroun. Nous parlerons donc de la contribution de l'Église catholique justement dans la paix justement au niveau donc de nos pays africains. Dans la deuxième partie de cette émission avec notre deuxième invité, nous allons parler de décoration intérieure. Comment justement embellir votre maison. Qu'est-ce qu'on appelle métier de finition? Ça sera avec Herman Congo qui est justement spécialiste de décoration intérieure. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. On s'installe confortablement et direction Koubri pour commencer. Et nous sommes installés à Koubri cette semaine pour vous faire découvrir des vieux bâtiments, justement des bâtiments qui ont été construits par des missionnaires américains et qui étaient autrefois utilisés comme une école biblique. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter le témoignage de M. Koudrou Pierre Compaoré. Il est médecin à la retraite et natif de la commune rurale de Koubri. Il nous parle justement donc de ces vieilles constructions et de l'école biblique qui existait. On y va. Ils sont arrivés à Ouaga en 1921. Vous connaissez l'histoire, non? Et que, ma foi, ils sont partis des États-Unis dans une ville qu'on appelle Sprintville. Et que, ils ont pris bateau, arrivé à Sierra Leone. De Sierra Leone, bon, ils cherchaient Mosilan. Que le prophétie leur a dit d'aller évangéliser Mosilan. Bon, ils ne savent pas où c'est Mosilan. Donc ils ont constitué une équipe et ils sont partis au Sierra Leone, qui était une colonie anglaise. Parce qu'eux là-bas, ils ont dit, si ce n'est pas en AOF, Afrique occidentale française, là, eux, ils ne savent pas où c'est Mosilan. Mais allez-y à Dakar, c'est la capitale là-bas. Et ils ont continué à Dakar. D'après, enfin, l'histoire, c'est que je vous donne, grosso modo. Arrivé à Dakar, on dit, la Haute-Volta s'appelait beaucoup du Niger. Bon, ils ont dit, il y a beaucoup du Niger, il y a une ethnie qu'on appelle Mossi. Encore Bambami Mossi là dans Beijing. Et parti que de Dakar à Bamako, ils sont partis sur les dos d'âne. Il n'y avait pas de choses. Arrivé à Bamako, on dit, c'est encore plus loin. Parti, ils ont descendu le fleuve là, avec des bateaux, jusqu'à Mopti. Arrivé à Mopti, ils ont pris la route à dos d'âne, passé par Oyouya, aboutir à Ouaga en 1921. Et c'est le Moro Naba qui les intéressait. Ils sont partis voir le Moro Naba et puis expliquer pourquoi ils sont venus. Et parti que le Moro Naba a dit au Gounga Naba de leur donner une concession à Gounga. Donc vous voyez, la concession de Goumé, ça a été donné par les choses. Voilà leur point de départ. Bon. Et ils ont commencé l'évangélisation. Bon, ils ont formé sur place les premiers catéchistes. Et bon, ils cherchaient un endroit maintenant pour ouvrir une école biblique, uniquement à Morée, en langue locale. Ils sont venus ici. Nous avions un de nos grands frères là, qui était dans l'armée française, il était soldat à Ouaga. Et donc il s'est converti là-bas. Quand ils sont arrivés à Ouaga, lui il s'est converti là-bas. Entre-temps, il est revenu au village. Et il nous citait des versets bibliques. Jean 3, c'est,
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, il nous récitait ça à mourir. Entre-temps, les premiers catéchistes formés là, il y avait le papa de Simon parmi eux. Voilà, il s'appelait Sana Compaoré. Et dans un village pas loin d'ici, Benoro, il avait son frère là-bas. Donc un jour, il vient pour voir son frère. Le frère l'a dit, mais il y a quelqu'un ici qui chante le quoi de votre religion là. Bon, il a pris contact avec, et nous on l'appelait, mais lui on l'avait surnommé Mère Krabi, parce que, donc il a pris contact avec Mère Krabi. On était dans le même quartier. Il est reparti. Après, il est revenu s'installer dans la cour de Mère Krabi là, avec sa femme et ses 2 enfants. Pas Simon, hein. Simon n'était pas né à ce moment. Et c'est lui qui a commencé à évangéliser Koubri. Maintenant, les missionnaires ont suivi, ils ont choisi l'emplacement là-bas et ils ont commencé à construire l'école biblique. Je crois que ça a duré près de 3 ans. Bon, il y a le coin pour les mariés, l'autre pour les célibataires, et les missionnaires là étaient sur la colline là. La première promotion a ouvert ses portes en 1940. La durée c'était 3 ans. Ils habitaient tous là-bas, cultivaient les mêmes champs, ils vivaient ensemble. Et une promotion finie, eux ils partent et une autre promotion vient. C'est pas comme maintenant, ça se voit aussi ici là. Chaque année ils recrutent, non, c'était la promotion a fini, ils partent, et puis l'autre promotion vient. Ils ont construit, ils habitaient là-bas, et bon, et ils apprenaient, en rien de temps, ils apprenaient la langue, donc ils discutaient, causaient avec tout le monde. À l'époque, ils nous rendaient service. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des lions, hein, des animaux sauvages qui gênaient beaucoup. Bon, ils ont essayé de... Il n'y avait pas de forage, ils ont fait des puits qui allaient de plusieurs mètres sans trouver la chose. Bon, donc, vraiment, ça, ils ont aidé la population. J'ai assisté. Mais il n'y avait pas de ciment, hein. On ne faisait pas avec ciment, c'était avec un terre là. Et puis, vous avez vu les voûtes, là. Comment on construit maintenant, je ne sais pas, maintenant ils ne font pas, mais il n'y avait pas de ciment, mais ils faisaient avec des voûtes. Et ils faisaient même des étages avec. Ouais. Nous petits, on regardait, mais en tout cas, moi, je ne pouvais pas transporter des briques à l'époque. Hein, notre souhait, c'est de reconstruire, refaire quand même quelque chose. Beaucoup de gens vont venir visiter. Et vous écoutiez à l'instant le témoignage de M. Pierre Koudrou Compaoré. Il faut rappeler qu'il est médecin à la retraite et natif de la commune rurale de Koubri, qui nous livrait son témoignage sur le site qui nous accueille cette semaine. Il s'agit notamment de vieux constructions, donc justement donc au niveau donc de Koubri. Alors pour ces constructions là qui ont été faites par les missionnaires américains, nous en parlerons tout au long de cette semaine dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la suite de cette émission, nous marquons une petite pause musicale, le temps de retrouver Bébé Kodjo Kambo. Et bien sûr, pour bien démarrer la journée, c'est important de s'informer et nous passons à la revue de presse pour l'information. Revue de presse présentée aujourd'hui par Bébé Kodjo Kambo que nous retrouvons à présent. Bonjour Kambo. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être là pour la revue de presse. Alors nous débutons par quel journal? Nous débutons par l'Observateur Palga, le doyen donc des quotidiens. Alors une de l'Observateur Palga ce matin, décision du Conseil constitutionnel que les trompettistes acrobates du constitutionnalisme se taisent. Non-reconduction des Kamou Malo, des supporters expriment leur mécontentement. Position de certaines OSC à propos de Taïwan: ne faites pas à mon pays ce que vous ne voulez pas qu'on fasse donc au vôtre. C'est selon Liu Yi, porte-parole de l'ambassade de Chine au Burkina. Police nationale, Mor Wibga
le faux marabout dans les mailles. Fait divers, un corps sans vie retrouvé dans un caniveau. La FBF divisée, c'est toujours au sujet de la non-reconduction des Kamou Malo. À venir, Barkhane et Takuba, le Sahel retient son souffle. Voilà pour les titres ce matin. À la une de l'Observateur Palga. À la une du quotidien Le Pays, on lit ceci et notamment dans la rubrique Révélation, Ouagar Inter, des policiers municipaux échappent à un lynchage. Saint-Valentin, quand l'amour devient un business. Et dans la rubrique Mardi politique du journal Le Pays, on lit ceci. La politique est aussi dangereux que le politique véreux qui a mis ce Burkina Faso à terre. C'est selon Dr Guy Yogo, fonctionnaire international. Mise en place des délégations spéciales, une foire d'empoigne sur fond de calculs politiques. Commune de Ouaga, près de 8000 bidons de jus contrefaits saisis. Appel au rétablissement des relations entre Ouaga et Taipei, la réaction de l'ambassade de Chine au Burkina. Et nous allons découvrir à présent la une de Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso nous apprend ceci. Région du Nord, le lieutenant-colonel Damiba in situ à Waïguia, Titao, Solé. MFDC Sénégal CEDEAO, quelle contrepartie pour libérer les 7 Zambars prisonniers de Salif Sadio? Interrogation, alliée à la page 5. Situation politique au Burkina, 2 syndicats de l'éducation invitent le MPSR à dévoiler son agenda. Le porte-parole de l'ambassade de Chine au Burkina Faso au sujet de Taïwan, il n'y a qu'une seule Chine. Lutte contre l'insécurité urbaine, près de 8000 bidons de jus contrefaits saisis. Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, excès de vitesse pour quelle destination? Interrogation, alliée à la page 11 de Aujourd'hui au Faso ce matin. Et nous passons à présent à la une du journal Le Quotidien. À cette une, on lit ceci. Le porte-parole de l'ambassade de Chine au Burkina à certains OSC. Taïwan fait partie de la Chine et la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant l'ensemble de la Chine. Abraham Nian, président du Rassemblement patriotique du Faso, à propos de la gestion du pouvoir par le MPSR, je ne vois pas de signes différents de ceux qu'ils sont venus remplacer. Non-renouvellement du contrat de Kamou Malo, des spécialistes du football donnent leur avis. Lutte contre l'insécurité à Ouaga, près de 8000 bidons de jus contrefaits. Voilà donc pour la une des différents quotidiens que nous avons sous la main à Bzeta. Merci à toi, Kambou. Voilà. Et retour bien sûr sur quelques sujets d'actualité. Pour commencer, nous nous intéressons à cette sortie du président du Faso, le président Damiba, qui prend les nouvelles du front Kambou. Oui, il faut dire que c'est la première sortie du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba hors de la capitale Ouagadougou depuis les événements du 24 janvier. Donc, ils l'ont conduit au pouvoir. Alors, c'est une sortie terrain qui l'a conduit notamment à Waïguia, à Titao, à Solé et à Toeni, hier donc lundi 14 février. Donc le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est allé prendre les nouvelles du front comme je l'ai dit. Et à ses côtés, il y avait le président, j'allais dire le commandant, voilà, du commandement des opérations du Théâtre National récemment créé, oui, à savoir le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Donc sur le terrain, les deux hommes ont eu donc à échanger avec les troupes. Voilà, et donc prendre les nouvelles du front, comme je l'ai dit. Alors, c'est une sortie qui était nécessaire parce que rien que quelques jours, beaucoup de Burkinabés s'interrogeaient sur ce que faisait le MPSR concrètement sur le terrain en termes de lutte contre le terrorisme, puisque depuis la semaine dernière, les attaques ont repris dans certaines zones. On a vu par exemple qu'il y a eu attaque à Bagaré, l'incendie par exemple d'un séminaire à côté de Fada, voilà, le sabotage des lignes électriques entre Titao et Waïguia à Tiou par exemple. Donc beaucoup de gens avaient commencé à se poser la question de savoir ce qui était fait réellement sur le terrain quand on sait que c'est cette recrudescence de l'insécurité, oui, qui a conduit à la chute du régime Kaboré et donc à l'avènement du MPSR.
Alors, le doyen Newton Ahmed Barry n'a pas hésité, par exemple, à dire que le MPSR faisait la politique à Ouagadougou pendant que Barkhane faisait la guerre sur le terrain à sa place, parce que, effectivement, les semaines passées, on a vu beaucoup de communications de Barkhane sur des actions qui ont été menées sur le terrain. Et Barkhane qui dit même avoir vengé les 53 gendarmes tués à Inata. Parce que selon les communiqués de Barkhane, ceux qui ont commis cet acte ont été donc neutralisés cette semaine donc, par les forces françaises. Voilà. Beaucoup d'interrogations comme ça qui amènent peut-être le président Damiba à sortir sur le terrain pour galvaniser donc les troupes. On espère que ça aura résultat. Peut-être que ça, voilà, ce qu'on peut espérer, c'est que ça ait l'effet de l'opération Colère de Boma au Tchad, où Idriss Déby était allé sur le terrain. Mais on peut dire que ce n'est pas pareil parce que Damiba est allé s'entretenir avec les hommes, prendre les nouvelles du front. Mais on n'a pas... c'est pas un déplacement pour aller participer au combat. Alors que Idriss Déby était allé participer au combat. Peut-être que dans l'avenir, on peut s'attendre à ce que Damiba fasse cela. Parce que quand on est militaire et on vient au pouvoir pour résoudre les problèmes de la sécurité, ben, le peuple est en droit d'attendre cela donc, de vous. Alors ça, c'est une première sortie, peut-être, sortie pour prendre la température du front. Mais on peut s'attendre à d'autres sorties parce que c'est sur ce terrain, précisément, que pour tous les Burkinabés attendent le MPSR aujourd'hui. C'est comme beaucoup s'accordent à le dire de plus en plus. Si dans 6 mois ou en tout cas dans un certain temps, la situation sécuritaire ne change pas, ce n'est pas évident que les Burkinabés ne vont pas se retourner contre le MPSR et commencer à marcher comme ils le faisaient, comme avec le pouvoir ROC. Ce n'est pas parce qu'il y a eu changement de pouvoir qu'on va s'éteindre sur les échecs. Voilà. Donc vous allez commencer à remarquer que sur les plateaux, par exemple, les gens vont dénoncer l'incapacité du MPSR à ramener la sécurité au Burkina. Et si on en arrive à cela, ce serait vraiment dommage et ce serait un recul parce que ce que les Burkinabés ont espéré n'a pas eu lieu. On n'espère pas vraiment cela. Et on espère que cette sortie de terrain du chef de l'État va apporter changement sur le terrain et que dans un court terme ou moyen terme, ils pourront, comme ils l'ont dit, réinstaller les déplacés dans leur village d'origine. C'est ce que tous les Burkinabés attendent aujourd'hui parce que c'est ce qui était à la base de leur arrivée donc à Kossiam. D'accord. Autre chose, Kambo, on s'intéresse maintenant à la Fédération burkinabé de football, résiliation du contrat du staff technique de la FBF, ou le staff technique donc des étalons. Oui. Alors la Fédération burkinabé de football même est divisée. Oui, c'est ce qu'on remarque depuis hier à travers une lettre signée de 9 membres du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Et à travers la lettre, on peut entrevoir que cette décision a été prise uniquement ou unilatéralement par le président Lazare Bansé, sans consulter donc les membres du comité exécutif, sans même qu'il y ait bilan de la participation du Burkina Faso à la CAN Cameroun 2021. C'est ce qu'on constate parce que les 9 membres qui ont signé la lettre invitaient, donc à travers cette correspondance, Lazare Bansé à convoquer une réunion pour faire le bilan de la CAN et discuter aussi de tous les problèmes du football burkinabé actuellement. Donc c'est ce qu'un peu on constate. Et après donc que cette lettre a circulé, on a vu également une lettre de Lazare Bansé, donc qui invite comme pour répondre à la lettre des membres du comité exécutif, qui invite à une réunion des membres du comité exécutif le 21 février prochain, donc lundi à 18 h. Donc, selon la lettre de Lazare Bansé, c'est pour faire le bilan de la CAN et discuter et donner des informations en lien donc avec les sélectionneurs nationaux. Donc, peut-être c'est pour expliquer les raisons de la non-reconduction du contrat du staff technique. Ça, c'est une hypothèse. Ça peut aussi être une réunion pour donner les noms du nouveau staff, voilà, du nouveau sélectionneur national des étalons. Donc, on peut attendre donc le 21 pour voir au sortir donc de cette rencontre ce qui sera annoncé. Mais peut-être pour revenir, on en a déjà largement parlé, peut-être pour revenir un peu sur cette non-reconduction, c'est que dans l'opinion de façon générale, c'est un rejet. C'est un rejet.
Et ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas la première fois que les décisions de Lazare Bansé sont rejetées de cette façon. Depuis qu'il est arrivé à la FBF, même son arrivée voilà, avait fait beaucoup de bruit. Beaucoup ont vu que c'est Sita Sangaré qui a voulu le placer avant de partir. Et malgré tous les combats que Sita Sangaré a fait pour qu'il arrive là-bas, quand il est arrivé, en un rien de temps, il a commencé à avoir des problèmes avec Sita Sangaré, celui-même qui l'a aidé à venir. Après, c'est tous les comités, certains membres du comité exécutif qui ont été révoqués. C'est suite à une procédure judiciaire que voilà, la justice a ordonné leur reconduction. Donc, voilà, il nous revient encore avec cette décision qui est rejetée par la majorité des Burkinabés et de tous ceux qui aiment le football. Bon, on peut se poser des questions sur ses capacités managériales. Et par rapport aussi à cette non-reconduction du staff technique, il y a un nouveau développement, c'est notamment la sortie de l'ancien entraîneur des Étalons, à savoir Drissa Malo Traoré, dit Saboteur, qui dit qu'il détient un certain nombre d'informations qui ferait état du fait que Kamou Malo n'aurait pas trop d'autorité sur les Étalons, donc sur les joueurs. Et cette sortie des saboteurs, en tout cas, met en doute un peu peut-être les capacités de Kamou Malo à manager l'équipe et avoir une certaine autorité sur l'ensemble des joueurs. Parce que dans une interview qu'il a accordée à un site en ligne, il dit par exemple qu'au Cameroun, il y a eu un joueur dont il n'a pas donné les noms, qui a fait venir une femme à l'hôtel au moment où on s'apprêtait donc à préparer les matchs des quarts de finale. Et donc, cela a été su, donc c'était au sud de Kamou Malo et qui n'a rien fait. Selon ce que dit Saboteur... Un joueur camerounais? Un joueur burkinabé. D'accord. Voilà. Selon ce que dit Saboteur, lorsque vous arrivez à ce niveau de la compétition et qu'un joueur se permet de faire cela, voilà, la logique aurait voulu que Kamou Malo renvoie ce joueur, parce que Saboteur dit que si c'était lui l'entraîneur, un joueur qui se permet de faire cela à ce stade de la compétition, il le mettrait dans l'avion pour Ouaga directement. C'est ce qu'il dit. Et pour Saboteur, cette non-reconduction de Kamou Malo a sa raison d'être, parce que si ces choses se sont passées et qu'il n'a rien fait, ça veut dire qu'il n'a pas une certaine autorité donc, sur l'équipe. Donc voilà un peu ce qu'il dit. Bon, moi j'ai un commentaire personnel par rapport à ce qu'il dit. Si vous êtes déjà à la CAN avec une sélection, des gens qui vous avez appelés parce que vous avez votre système de jeu, vous avez convoqué des joueurs en fonction du système de jeu que vous voulez mettre en place. Ce n'est pas évident que à quelques jours d'un match, si vous renvoyez un joueur comme ça, cela puisse faire du bien à l'équipe. Donc, quand on prend certaines décisions, il faut peser le pour et le contre. Le Gabon l'a fait. Le Gabon, si vous avez remarqué, leur star Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas joué cette CAN à cause de ces genres de comportements. Il paraît que lui et un autre joueur ont eu à faire cela, à faire venir donc des femmes dans leur hôtel. Et ils ont été renvoyés. Même si l'explication officielle qui a été donnée, ce n'est pas ça. Mais après, à travers les coulisses, on a pu apprendre que c'est là la vraie cause. Est-ce que cela a aidé, par exemple, le Gabon? Ça, c'est une question que je me pose. Parce que le Gabon n'a pas pu voilà, aller, par exemple, en quart de finale. Ce sont les Étalons qui les ont donc éliminés. Donc, est-ce que la décision qu'a prise, je ne dis pas d'encourager ces actes de la part des joueurs, non, mais je dis que de peser le pour et le contre. Il faut savoir, en renvoyant un joueur, que si ça fait du bien à l'équipe ou pas. Ça. Donc, Saboteur, lui, il est catégorique, il dit que si c'était lui, il allait envoyer le joueur. Mais ça dépend du poids du joueur dans l'équipe. Est-ce que on a demandé, par exemple, une explication à Kamou Malo, pourquoi vous avez vu ça et que vous vous êtes tu? Peut-être que si on lui avait demandé, il allait dire, s'il faisait venir ce joueur, peut-être ça allait jouer sur son système de jeu et que c'est pas évident que ça puisse aider l'équipe. Voilà. Je ne le confirme pas, mais ce sont des hypothèses. Voilà. Donc, se baser peut-être sur ces faits et puis ne pas reconduire Kamou Malo. Et quand on sait aussi que on n'a plus assez de temps pour préparer, par exemple, les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Bon, on se pose des questions sur le bien fondé de cette décision. Mais quoi qu'il en soit, c'est Lazare Bansé seulement qui détient les raisons donc, de sa décision. Et on ne dit pas que c'est ce que peut-être Saboteur a dit
qui est à la base de la décision de Lazare Bansé. C'est Saboteur qui le dit, mais Lazare Bansé n'a pas dit que c'est à cause de cela que le contrat du staff n'a pas été renouvelé. Donc, peut-être après la réunion du 21, on aura les raisons. C'est ça. Voilà, on ne sait pas. Peut-être c'est en ce moment qu'on pourra mieux commenter. Mais ce qu'il faut dire déjà, c'est que dans l'opinion, c'est une décision qui est rejetée. Rejetée, voilà. Et peut-être pour terminer, il faut dire que est-ce que actuellement, on voit des pressions, des pétitions qui sont lancées. Est-ce que c'est le moment aujourd'hui de plaider en faveur d'un retour de Kamou Malo en tant que sélectionneur du Burkina? Pour moi, personnellement, si Kamou Malo revient aujourd'hui, ce n'est pas évident qu'il ait la sérénité qu'il avait à la CAN 2021 pour bien travailler. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être de chercher rapidement un entraîneur pour ne pas qu'on rate l'occasion de 2023. Parce que ce que les Burkinabés ne vont pas pardonner, c'est si on fait venir un nouveau qui n'arrive même pas à qualifier peut-être les étalons pour la CAN 2023. Ou même si un nouveau arrive à qualifier les étalons et qu'on n'arrive pas à atteindre au moins le dernier carré, ça veut dire aller en demi-finale. Même ça, c'est pas évident que nous puissions pardonner Lazare Bansé. Peut-être qu'on n'aura pas de pouvoir pour faire quoi que ce soit, mais on dira ce qu'il y a à dire aussi. Donc c'est une décision un peu risquée, non seulement pour lui-même sa personne, parce que s'il fait venir un nouveau qui ne réussit pas, c'est pas évident. Et risqué aussi pour le football burkinabé, parce qu'on n'a plus assez de temps pour faire venir un nouveau qui va mettre en place son équipe et puis pouvoir préparer. Pour que la confiance s'installe. Préparer les éliminatoires de la CAN 2023 qui sont déjà là, c'est dans quelques mois. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc après cela, il faut aussi voir tous les problèmes qu'il y a dans la fédération et puis les régler maintenant. Parce que si ce n'est pas réglé, ça va se réjaillir sur les résultats de l'équipe nationale. Souvent, les problèmes, c'est au niveau de la fédération. Mais comme c'est la fédération qui décide, elle cache ses propres problèmes pour trouver des fusibles ailleurs. Parce qu'on sait que depuis que Lazare Bansé est arrivé à la tête de cette fédération, il y a toujours eu des problèmes. Donc ce n'est pas le premier débat qui se pose. Peut-être que c'est Lazare Bansé lui-même le problème. Ah oui, parce qu'avec Sita Sangaré, on n'a pas vu ces genres de débats inutiles, souvent qui n'ont même pas de sens, qui n'ont ni tête ni queue. Donc c'est à lui aussi de se remettre en cause, parce que c'est depuis qu'il est là, je l'ai déjà dit, ces décisions ont toujours été des décisions à polémique. Il doit revoir, ou bien, voilà, il doit revoir ses capacités managériales. Parce que on peut en douter maintenant. Voilà. D'accord, Kambou, on va attendre cette rencontre du 21 février du bureau exécutif pour voir. Et pour terminer, nous partons au Mali pour parler de ce possible retrait du moins de Barkhane dans les jours à venir. Oui, possible retrait de Barkhane, mais aussi de Takuba. Hein? Donc, dans les jours, semaines à venir, parce que hier, par exemple, il y a eu une réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'Europe. Et au sorti de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, a dit, et je cite, « La France continuera de combattre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. » Voilà, donc ça veut tout dire. Et cette réunion dont je parle, c'est la suite des concertations qui ont commencé depuis le refoulement des 100 soldats danois qui devraient rejoindre, ou qui avaient rejoint la force Takuba. Voilà, parce que depuis cela, il y a eu ces frustrations. Certains pays européens qui devraient également fournir des forces pour renforcer cette force Barkhane ont décidé de renoncer. Et c'est les réactions de la France vis-à-vis de ce refoulement qui ont conduit au refoulement de l'ambassadeur Joël Meyer, et qu'on a constaté également les semaines passées. Donc, c'est la suite de ces concertations, parce que depuis cela, les Français avaient déjà dit que les conditions de leur intervention au Mali commençaient à devenir difficiles. Donc, il y avait des concertations avec les autres pays de l'Europe pour voir ce qu'il en sera. Donc, c'est ce qui aboutit à cette réunion par visioconférence des ministres des Affaires étrangères de l'Europe. Et au sorti de cette réunion, donc, Jean-Yves Le Drian a déclaré ce que je viens donc de citer. Maintenant, la France va continuer d'intervenir au Sahel, mais pas au Mali. Mais où? Voilà, Barkhane ira où? C'est la question qui se pose. Et peut-être la réponse à cette question, on pourrait l'avoir à l'issue d'une autre réunion qui est prévue demain
à savoir une réunion de la France et de 3 pays du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Niger donc, et le Tchad, parce que les présidents de ces 3 pays seront à Paris donc demain, mercredi, pour une réunion avec le président français. Alors, on parle du G5 Sahel, mais de 3 présidents. Vous savez pourquoi? Oui, oui, oui. Le Mali, on imagine. Le Mali et le Burkina ne sont pas conviés, donc ne sont pas conviés à cette réunion. Voilà, bien parce que qu'il n'y a pas de président démocratiquement élu. Voilà, c'est ce que élu. C'est ce que la France nous dira sans doute. Donc, ils n'ont pas été conviés à cette réunion, mais des présidents qui ne sont pas du G5 Sahel sont également conviés, mais pas en tant que président de leur pays, mais peut-être en tant que président en exercice des institutions africaines et sous-régionales. C'est notamment le président Macky Sall du Sénégal, donc qui vient de prendre la présidence en exercice de l'Union africaine. C'est à ce titre qu'il est convié à cette réunion, mais aussi le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Donc, il y a 2 absents, mais 2 nouveaux aussi. Donc, on aura un G5, mais pas dans le format habituel. Donc, la France, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, la CEDEAO et l'Union africaine. Ils doivent donc se croiser demain donc en France pour parler de cette question. Certainement pour parler de voilà, où on va redéployer Barkhane. C'est ça. C'est peut-être au sortir de cette réunion qu'on saura si Barkhane va quitter le Mali, ou s'il quitte, c'est pour aller où? Bon, on le saura. Mais tout porte à croire que ça sera entre la Mauritanie, le Tchad et le Niger. Mais le Niger, c'est très improbable. C'est très improbable parce que même si le président Bazoum pourrait être favorable, il a peur de son opinion publique. Donc, il n'est pas trop favorable à un déploiement donc, de Barkhane au Niger. Donc, ça peut être entre le Tchad et la Mauritanie. On attend de voir ce qu'il lancera. Dans tous les cas, ce qu'il faut dire, c'est que la France est au Mali depuis une décennie maintenant. Ça n'a pas apporté grand-chose. Donc, on peut s'attendre à ce que les Maliens applaudissent si la France décide de retirer totalement Barkhane, qui a déjà été réduit en termes d'effectifs. Et les Maliens le demandaient. C'est ce qu'on peut dire. Merci à toi, Kambou, pour ces analyses. Rendez-vous jeudi. Merci. Bonne suite. Merci bien. Reste avec nous. C'est l'occasion pour nous de faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Nous poursuivons avec l'émission Bonjour le Faso de ce jour. Et pour la suite, nous allons passer à la rubrique Invité du jour. Et dans la rubrique invité du jour aujourd'hui, nous recevons des hommes de Dieu qui viennent d'Afrique. Il faut le dire comme ça, puisque l'un vient de la Côte d'Ivoire et l'autre du Cameroun. Nous sommes avec Dr Alla Sourkou. Il est pasteur ivoirien et il faut rappeler qu'il est président fondateur du Minetab en Côte d'Ivoire et président fondateur de l'Institut biblique CEFAS. Donc c'est un institut qui forme bien sûr les pasteurs. Il est là sur ce plateau parce qu'il est venu au Burkina Faso recevoir un prix honorifique. Nous en parlerons tout à l'heure. Docteur Sourkou, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikima. Bienvenue au Burkina. Merci encore. Heureux d'être au Burkina et de faire la connaissance de Savane Télé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci bien. Pasteur, vous n'êtes pas venu seul, hein? Vous êtes venu avec votre allié. Il s'agit de l'apôtre Emmanuel Nken. Il est justement pasteur camerounais et il faut rappeler qu'il est justement le président fondateur de la mission Amour et Réconciliation avec Christ, formateur également des pasteurs, plus de 40 personnes formées à son actif. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikaima, merci de m'accueillir sur votre plateau. Merci à tous les deux d'être là sur ce plateau pour faire plus connaissance avec nos téléspectateurs. Docteur Sourkou, dites-nous, qu'est-ce que vous faites en Côte d'Ivoire? Je suis donc docteur Alla Sourkou. Je suis pasteur, fondateur donc de la Minetab ou du Minetab, la mission internationale d'études approfondies de la Bible, une église évangélique
qui a pour objectif essentiel d'amener les chrétiens, les croyants, pardon, les croyants à la connaissance parfaite, profonde des Écritures et à pratiquer la parole de Dieu après l'avoir bien maîtrisée, par le Saint-Esprit bien sûr. Donc nous faisons des enseignements approfondis de la Bible et depuis le mois de mars 2021, je viens d'ouvrir l'Institut de formation CEFAS parce que je crois de tout mon cœur qu'il faut ramener le corps de Christ à la connaissance parfaite des Écritures. Il faut réformer en ces temps de la fin le corps de Christ qui a besoin vraiment de formation. Je viens donc d'ouvrir l'Institut de formation CEFAS et je suis aussi consultant à la télévision chrétienne Béni TV depuis plus de 6 ans. Ah oui, c'est beaucoup de casquettes et quand même le volet formation m'intéresse bien. Qui est-ce que vous formez? Je forme d'abord tous les hommes, toutes les femmes, tous ceux qui ont à cœur de devenir enfants de Dieu, mieux de devenir fils de Dieu, héritiers du royaume, mais qui ont à cœur de connaître les Écritures par la révélation de la parole donnée par le Saint-Esprit. Les études que nous faisons sont très approfondies, c'est un don que j'ai reçu, sont très approfondies. Nous voulons ramener le corps de Christ à l'essentiel du message chrétien qui est pour nous, selon 1 Corinthiens 1. Verset 17 à 18, verset 20 à 23 se résume en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. L'ossature de nos enseignements, c'est Jésus-Christ crucifié, c'est la croix. Nous prêchons la croix. Nous voulons ramener le corps de Christ à la prédication de la croix. Car Paul dit en Romains 1, verset 16, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Retour donc au message essentiel de la Bible, qui est le message de la prédication de la croix. Retour donc à retrouver Jésus-Christ, qui est le personnage principal de toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc voici un peu ce que nous faisons. C'est très approfondi. Nous prenons l'Ancien Testament, nous pouvons démontrer par A plus B que tout parle de Jésus-Christ. Jésus est caché dans tous les passages de la Bible et nous voulons révéler Jésus-Christ au monde entier. Alors, Monsieur Nken, maintenant, votre nom de famille, quand même, vous avez un très beau nom de famille. Merci beaucoup, ainsi que vous. Nikema, c'est tout beau, quoi. Ah oui, Monsieur Nken, même si on vous en veut un peu quand même, je vais dire, on en veut au Cameroun d'avoir arraché cette 3e place au Burkina. C'était juste un jeu. C'était juste un jeu. Hein. C'était pas une guerre entre le Burkina et le Cameroun. C'était un jeu, encore que le Burkina nous a mené 3-0. Bon, en bon lion et indomptable. Vous voyez, on a un peu fait comme ça et puis voilà. Il fallait vous réveiller. Voilà, il fallait qu'on se Alors, maintenant, nous allons parler justement donc, de votre... de vos formations aussi. Vous rappelez que vous êtes le président fondateur de la mission Amour et Réconciliation avec Christ. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de votre structure? Ok, merci beaucoup. Je dis encore bonjour aux Burkinabés qui nous écoutent et à tout le monde dans le monde. Alors, la mission Amour et Réconciliation avec Christ, dont je suis le promoteur, est née du fait que, ayant eu un parcours dans la foi pendant pas mal d'années, et nous avons constaté parfois dans l'Église pas mal de troubles et d'antagonismes entre les frères. Quand vous suivez le nom Amour et Réconciliation, et nous avons constaté que la difficulté que l'Église avait, malheureusement les chrétiens sont continuellement en guerre, et puis c'est pas facile la réconciliation. L'amour qui est supposé être notre fondement, on le trouve pas toujours. Et j'ai reçu carrément comme une mission d'aller promouvoir l'amour et la réconciliation. Et quand j'ai commencé ce ministère, cette vocation, j'avais constaté du fait de mon parcours en tant que serviteur de Dieu que la difficulté que nous avons dans le ministère, à avoir un ministère d'impact, c'est que les serviteurs n'étaient pas formés. Voilà pourquoi je me suis attelé à former les missionnaires. Donc c'était 40 pasteurs, mais les missionnaires qui ont été formés, c'était plus de 500. Et de ces 500, on a pu trouver 40 à peu près qui manifestaient la vocation, parce que ça fait près de 30 ans que je suis dans le ministère. Donc nous les avons formés. Et puis voilà, nous les envoyons sur le terrain pour aller prêcher l'évangile dans le même sens que le docteur. L'autre souci, c'est que les gens connaissent le Christ vivant, le Christ crucifié, mais plus que vainqueur. Et que les gens le sachent et qu'ils s'approprient cette œuvre qui s'est tenue, qui a eu lieu à la croix, afin de marcher en plus que vainqueur dans la société et être un impact positif dans la société. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Nous avons travaillé. Il y a des missions qui sont établies dans plusieurs villes dans le pays et aussi en dehors du pays. Donc voilà, nous allons de pays en pays. Avec le docteur, nous avons pu contracter une alliance qui permet qu'avec son savoir et mon apport, nous nous mettons ensemble pour attaquer les nations. Aujourd'hui, nous sommes au Burkina, c'est dans le cadre de l'alliance. Nous sommes partis à Madagascar, donc nous allons partout où on sent le besoin de passer ce message. Alors, docteur Sourkou,
vous partez là où vous sentez le besoin donc d'apporter ce message. L'actualité quand même en Afrique aussi, c'est un peu cette crise sécuritaire dans la sous-région où vous êtes ivoirien, vous vivez les difficultés aussi du Burkina, du Mali, du Niger. Insécurité oblige. Est-ce que dans ce contexte-là, quelle est la place justement de la prière ou la place qu'on doit donner à Dieu? Merci encore, Madame Nikiema. Nous avons connu des crises en Côte d'Ivoire. Nous avons connu le coup d'État en 1999. Nous avons connu 10 ans de crise socio-politique en Côte d'Ivoire. Les élections ou l'élection présidentielle de 2010-2011 a été très, très, très mouvementée, avec beaucoup de morts. Nous avons beaucoup prié. Les Ivoiriens ont beaucoup prié. Les églises évangéliques en Côte d'Ivoire ont beaucoup prié. Mais à la fin de la crise en 2010-2011, mon constat est que l'Église, surtout évangélique, pour moi, a été au centre de ce drame que nous avons connu. Il y a eu trop de mensonges. Trop de mensonges. Nous n'avions pas la même position. Je ne vais pas faire de politique ici, mais nous n'avions pas la même position, nous n'avions pas la même vision. Et heureusement pour moi, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Tout ce que les autres ont vu et ont dit ne s'est pas réalisé. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup d'égarés au plan spirituel, au plan moral, au plan mental, beaucoup de mensonges. Et les gens croient que le simple fait d'appartenir à une dénomination chrétienne ou religieuse suffit pour dire que tout ce qu'on dit vient de Dieu. Beaucoup de gens ont égaré le peuple ivoirien. Il y a eu trop de drames, trop de drames. J'en parle avec beaucoup de larmes. Mais je vais dire qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe en Afrique n'est que la conséquence, le produit, la manifestation d'une mentalité africaine qu'il faut réformer à la base de la parole de Dieu. L'idolâtrie est à la base de tout ce que nous vivons. Le culte de la personnalité, qui est donc de l'idolâtrie. Parce que l'homme devient un Dieu, on adore Dieu, on adore l'homme comme un Dieu. Il y a le mensonge, il y a la corruption, la tricherie, et les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité. L'Afrique, lorsque j'ai été converti en 1993, j'étais encore étudiant en mathématiques. Lorsque je me suis mis à lire la Bible, et je l'ai lu, de 22h à 10h pendant 3 ans, de manière régulière, sans sauter une seule nuit, le Seigneur m'a dit, c'est avec la Bible, l'Évangile, qu'on pourra sauver l'Afrique. Changer de régime ne pourra rien apporter. Il faut changer la mentalité des Africains, la mentalité des dirigeants, la mentalité du peuple, la mentalité de la société civile, mais surtout et surtout la mentalité des leaders d'église, des leaders religieux qui conduisent désormais, depuis un moment c'est à la mode, les religieux conduisent les politiques au drame, à la catastrophe. Il y a trop de mensonges. Nous avons un travail à faire, un travail de réforme de la mentalité des Africains pour que les Africains aient une conscience assainie afin que nous puissions manifester la paix, l'amour, la patience et que nous puissions pratiquer la justice pour que nos nations soient en paix. Est-ce que, quelque part, les politiques aussi n'ont pas failli? Est-ce que les politiques n'ont pas failli? Mais comme je l'ai dit, l'homme a failli depuis l'histoire du péché originel. L'homme a failli, tout homme a failli, tout homme est pécheur. Ceux qui ont le plus failli, ce ne sont pas les politiques à mon avis, ceux qui ont le plus failli, ce sont les éclaireurs des sociétés, des nations, ceux qui doivent être lampes de la terre et lumière du monde, ceux qui doivent être sel de la terre, ce sont les religieux qui ont failli. C'est l'Église qui a failli. En Côte d'Ivoire, je vous le dis en vérité, j'ai été reçu par une dame qui est archéologue religieuse, qui est professeure dans plusieurs universités en Europe comme ici en Afrique. Elle s'appelle, j'étais son nom. Elle est venue me voir parce qu'elle a entendu parler de moi. Elle m'a approché. Elle a écrit un livre intitulé Guerre mystique en Côte d'Ivoire. Elle m'a réservé au moins 5 pages dans ce livre. Ce livre est un livre aujourd'hui qui est étudié dans toutes les universités du monde. Cette dame est devenue une amie parce que tout ce que j'ai dit, c'est réalisé. Et je vous dis qu'en Côte d'Ivoire, les religions et les religieux ont poussé les politiques à l'extrémité. On pouvait sauver la situation. On pouvait sauver la situation à un moment donné, mais ils sont allés jusqu'au bout. Nous sommes allés à l'extrémité, il y a eu trop de morts. C'est dommage. Monsieur Nken,
dans un contexte d'insécurité, crise sociopolitique en Afrique, quel doit être le rôle des églises ou des hommes de Dieu? Ok, avant que même d'arriver au contexte de crise, parce que là c'est un peu comme en urgence qu'on intervient. Et vous savez, il est très difficile d'intervenir en urgence dans une situation comme celle-là. Notre devoir est un devoir avant-gardiste, c'est-à-dire de prévenir l'arrivée même des crises. Et comme mon frère et allié disait tout à l'heure, si l'Église est sérieuse, si les conducteurs religieux sont sérieux, alors la société va bien se porter. Dans la Bible, il dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Vous savez, toutes ces personnes qui interviennent en politique, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à une chapelle religieuse, d'une manière ou d'une autre. Alors, ceux qui sont des conducteurs, des éclaireurs des nations, s'ils sont sérieux, alors ils vont impacter ceux qui les suivent. Alors, c'est vrai, s'il faut que je parle de l'urgence pendant les crises, il faut déjà dire le préalable qu'il faut, n'est-ce pas, prendre en considération pour que la crise n'arrive pas. Mais maintenant que nous sommes arrivés en crise, la crise est là, et il faut juste encourager ceux qui sont au cœur de la crise de continuer à croire en Dieu qui, dans sa miséricorde, peut rétablir l'ordre. Mais l'ordre est déjà déstabilisé. Alors il faut continuer. Nous prêchons l'évangile, nous conseillons le peuple au cœur, au travers des balles, mais il faut continuer la mission, encourager les gens, leur dire, même si ça va mal aujourd'hui, la prière, le sérieux, parce que tout le monde peut prier. Mais il est question de quelqu'un qui parle et qui touche le cœur de Dieu par sa vie de qualité. Il faut cette vie de qualité qui manque dans l'Église pour que la gloire de Dieu descende. Si nous sommes dans la vérité, si nous avons une vie qui convient selon le Seigneur, la grâce de Dieu descend et nous rétablissons toutes choses. Tout à l'heure, il disait, il faut reformer. L'Église est devenue juste un instrument d'élévation personnelle et non de glorification de Dieu. Nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Et si Dieu se sent glorifié dans ce que nous faisons, il descend, il établit l'ordre. C'est ce que nous devons faire. Donc, en pleine crise, puisqu'elle est là, on constate, il y a un peu de mouvement au Burkina, il y a le Mali, il y a, je crois aussi, la Guinée, ainsi de suite. Et il faut que la parole de Dieu soit prêchée. Il faut qu'on attire l'attention des hommes. Il faut que les gens sachent que sans Dieu, on ne peut rien. En fait, il faut le comprendre. Vous savez, la poursuite de l'intelligentsia ou bien des modèles copiés d'ailleurs, il faut toujours se poser la question, est-ce que ces modèles sont dignes d'être reçus? Nous retrouvons dans des imbroglios qui ne conviennent pas à notre culture. Nous poursuivons aveuglement certaines tendances dans le monde qui ne sont pas assorties à nos réalités culturelles. Il faut savoir que nous avons des normes et des valeurs en Afrique qu'il faut respecter. Aujourd'hui, nous embrassons beaucoup de choses. Bien que je sois prédicateur de l'évangile, je suis culturellement africain. Et nous savons ce qui passe en Afrique et ce qui ne passe pas. Remarquez très bien que notre société est en train de complètement être métamorphosée à cause des choses nouvelles qui arrivent. Et vous savez, lorsque vous vous retrouvez dans des choses nouvelles que vous ne maîtrisez pas, vous mêlez les pédales. Et c'est ça, nous sommes arrivés aujourd'hui dans le siècle de la vitesse. Et nous ne sommes plus simplement dans la vitesse, nous sommes entrés dans l'excès de vitesse. Et vous savez, lorsqu'on parle politique, il y a tellement d'enjeux en politique qu'il ne suffit pas juste de dire des mots. Il faut comprendre encore les enjeux qui sont derrière. Et voilà pourquoi les hommes politiques, les jeunes intellectuels que nous avons en Afrique, qui sont susceptibles ou bien supposés prendre la relève dans la direction des affaires en Afrique, doivent être des personnes suffisamment, n'est-ce pas, marquées par la crainte de l'Éternel. Parce qu'il y a une manipulation de l'autre côté. La vie des hommes est un peu manipulée par... Nous sommes un peu comme des marionnettes que quelqu'un se tient quelque part, il manipule. Mais si ceux qui dirigent ont la capacité de faire face à cette manipulation avec sagesse, nos pays se porteraient mieux. Donc il faut un fondement sérieux pour que nos pays marchent. Et puis qu'il y ait des personnes à la tête de nos nations qui aiment les nations, notre peuple. Parce que si on n'aime pas le peuple, on les livre à n'importe quoi. Alors, docteur Sourkou, oui. La situation est là. Comment on sort de là? Comment on sort de là? Je reviens encore à l'évangile. J'ai lu la Bible, j'enseigne la parole de Dieu, j'ai écrit des livres. J'anime des séminaires et des conférences. J'ai écrit un livre intitulé, enfin c'est encore en manuscrit, mais c'est intitulé « Assainissement des eaux intérieures ». C'est en 2 Rois chapitre 2, verset 19 à 22. Rapidement, je résume. C'était après l'enlèvement d'Élie, du prophète Élie. Le prophète Élisée a pris le manteau d'Élie, il a eu la double portion de l'esprit qui était sur Élie. Il arrive à Jéricho. Je vous fais savoir que Jéricho signifie pays bas. Jéricho, en fait, existe en Israël, mais Jéricho est le prototype de ce monde ici-bas. Parce que Israël est un pays mystérieux. Les noms des villes, les noms des lieux, les reliefs, les végétations, les personnages qui ont joué des rôles dans la Bible, tout a une signification. Et tout participe
à communiquer la pensée de Dieu au monde entier. Jéricho veut dire pays, bah, effectivement, quand on partage Jéricho en Israël, Jéricho est situé à moins 40 mètres du niveau de la mer Méditerranée. C'est le pays le plus bas au monde. Son nom veut dire pays bas, effectivement. Et Jéricho, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le prototype de ce monde ici-bas. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir les 7 trompettes. Vous verrez qu'en lisant le livre de Josué, pour détruire la ville de Jéricho, les sacrificateurs ont fait retentir 7 trompettes. Donc, ce monde dans lequel nous sommes va passer par le feu, comme Jéricho est passé par le feu. Donc, Jéricho signifie ce monde ici-bas. C'est le prototype de ce monde ici-bas. Quand Élisée est arrivé à Jéricho, le texte dit que, c'est bien écrit, le séjour du pays, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et Élisée a dit à son serviteur, vite, apporte-moi un plat neuf, mets-y du sel. Et Élisée donc a reçu le plat neuf des mains de son serviteur contenant du sel, et Élisée est allé assainir les eaux qui étaient mauvaises. Et c'est écrit, il n'y a plus eu mort ni stérilité dans la ville. Si Jéricho est le prototype de ce monde ici-bas, le séjour étant bon, ça veut dire que ce monde ici-bas est bon. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a donné toutes sortes de richesses à tous les hommes. Ceux qui n'ont pas le pétrole ont eu le cacao. Nous sommes le premier producteur mondial du cacao. Nous sommes le troisième producteur mondial du café. Nous sommes le premier producteur mondial de l'anacade. Ceux qui n'ont pas le cacao ont l'ananas, ont le pétrole, ont le bauxite. La RDC, dans les documents d'histoire et de géographie de sciences, est appelée une catastrophe géologique. Donc les nations africaines comme européennes, toutes les nations ont des richesses. Dieu, dans sa miséricorde, a déposé les hommes sur la terre. Moi, je suis allé à Dubaï. J'ai fait 10 jours à Dubaï. C'est le désert. Lorsque je suis arrivé dans les toilettes, avant d'aller faire le safari, je suis rentré, le Seigneur m'a dit ceci, il n'y a pas de désert, il n'y a que des mentalités désertes. Comment un pays dans le désert peut produire, peut construire autant de buildings? Un beau pays merveilleux. Il n'y a pas de désert, il n'y a que des mentalités désertes. C'est ce que j'ai reçu quand je suis rentré dans les toilettes. Je suis allé en Israël, c'est un désert. Chez moi, il pleut à tout moment. Chez moi, en Côte d'Ivoire, vous jetez des graines de tomates, ça pousse tout de suite. Quel que soit l'endroit. Mais j'ai vu, lorsque j'ai pris le train, après ma descente d'avion à Tel Aviv, que j'ai pris le train pour aller à Haïfa, j'ai commencé à écrire un livre. J'ai écrit un livre de 13 chapitres. J'ai vu des bananiers pousser sur le roc en Israël. Si Dieu a permis à des pays qui sont dans le désert de produire de la banane poyo, comme chez nous en Côte d'Ivoire, pourquoi nous ne pouvons pas faire mieux? Donc, le problème de l'Afrique, c'est un problème de mentalité. Quand Élisée dit à son serviteur, apporte un plat neuf, c'est quoi le plat? Dans la Bible, je ne vais pas aller trop loin, mais Jésus a dit un jour, pharisiens hypocrites et aveugles, Matthieu 23, verset 25 à 26, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, et l'extérieur sera net. Dans ce verset-là, l'extérieur c'est le corps humain, la coupe c'est l'âme, et le plat c'est l'esprit. Donc un plat neuf, c'est un esprit nouveau. Il faut changer de mental. Comment? Il faut changer de mentalité. Absolument, vous êtes allé plus vite. Le sel assaini. Le sel, c'est de l'eau de mer qui a été cristallisée sous l'effet de la chaleur. Donc, eau de mer cristallisée, ça veut dire l'eau plus la chaleur produit du sel. Le sel purifie, le sel nettoie, le sel assainit. Le sel était utilisé avant, lorsqu'il n'y avait pas encore de notaire, pour établir des alliances entre les peuples. C'est pour ça que lorsque nous faisons les mariages, souvent on met du sel là-dedans parce qu'on veut lier deux familles. Donc, un plat neuf de sel, c'est une mentalité nouvelle. C'est la nouvelle naissance. Les eaux symbolisent quoi? Dans Proverbe 20, verset 5, il est écrit que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme intelligent s'est épuisé. Donc les eaux représentent les desseins des cœurs. Le sel, c'est l'épuration. Le plat, c'est l'esprit. Un esprit nouveau, avec une mentalité transformée par la puissance de la parole, assainit donc la mentalité, assainit les desseins des cœurs, et le séjour qui est bon va alors faire surgir toutes les richesses. Donc le problème, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique. La RDC est appelée, la terre de la RDC est appelée une catastrophe géologique. Un pays aussi vaste, qui peut engloutir toute l'Europe, qui est riche. Ce n'est pas le changement de régime, c'est le changement de mentalité qu'il faut. Il faut assainir les eaux intérieures. Il faut assainir les desseins des cœurs des Africains. Il faut assainir la mentalité des Africains par la puissance de l'évangile révélé par le Saint-Esprit. Voici ce qu'il faut à l'Afrique pour que l'Afrique émerge. Sinon, les régimes vont se succéder. Nous serons toujours statiques.
Nous avons un problème de mentalité à transformer. On ne peut changer l'Afrique que par le changement de la mentalité en donnant le vrai culte qui consiste à renouveler l'intelligence de l'homme par la puissance du Saint-Esprit de la parole, selon Romains 12, 25 à 3. Vous avez parlé de changer de mentalité. Monsieur Nken parlait tantôt donc des valeurs africaines. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui, surtout avec l'avancée ou l'évolution des réseaux sociaux, on constate quand même une banalisation souvent de certaines choses qu'on n'accepte pas forcément en Afrique, où on constate l'exposition quand même souvent même de l'intimité des personnes ou d'autres valeurs qui ne sont pas des valeurs de chez nous, de l'Afrique. Est-ce que ça aussi quand même ça contribue à tâcher les choses en Afrique ou à compliquer en fait la beauté ou à compliquer les choses en Afrique? Je souhaite que ce soit mon frère Ali Emmanuel qui répond, parce que on va prendre ce que j'ai dit, ce qu'il a dit, et faire une synthèse pour sortir quelque chose qui pourrait édifier les frères et sœurs. Ok, vous voyez, le fait d'embrasser des choses nouvelles est très dangereux. Les réseaux sociaux sont le monde dans lequel il n'y a plus de cloison. Tout a été décloisonné. Et la société ne peut pas être, n'est-ce pas, évoluer dans le décloisonnement total. Qu'est-ce qu'on appelle cloisonnement? Ce sont les normes établies. Vous voyez, je suis serviteur de Dieu, et lorsque je parle de la culture africaine, je ne suis pas nécessairement africaniste ou bien panafricaniste ou bien voilà, en train de faire la promotion de la culture africaine, mais c'est que il y a des valeurs bibliques que l'Afrique manifestait même sans les connaître. C'est-à-dire le respect de l'autre, la nudité, comment j'appelle ça, la pudeur. Il y a toutes ces choses que nous avions qui étaient déjà marquées dans nos cœurs. Maintenant qu'on a créé donc, c'est comme une foire d'idées où chacun dit ce qu'il dit, on ne respecte plus personne. Vous savez, dans une société comme celle que nous voulons aujourd'hui, dans ce nouvel ordre qui est en train de se mettre sur pied, qu'on appelle nouvel ordre mondial, où on ne respecte plus rien, si on ne respecte pas l'autorité, n'attendez pas qu'il y ait de l'ordre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne respecte pas l'autorité de l'État, on ne respecte pas l'autorité de la famille, on ne respecte pas l'autorité de l'Église. Et lorsqu'on a donc ainsi, n'est-ce pas, balayé toute autorité, on se retrouve dans la confusion. On a appelé ce siècle, je disais tout à l'heure, le siècle de la vitesse. Mais c'est la vitesse vers quoi? Même lorsque vous empruntez une autoroute pour aller quelque part, il y a les plaques de signalisation. On vous dit vitesse limitée, 30 km/h, 60 km/h, au plus 110 km. Mais nous allons, nous fonçons. Et nous sommes en train de foncer. Et quand nous fonçons, on ne respecte pas la norme, ça fait ce que ça fait. Il est très dangereux de bannir une chose, un instrument de déstabilisation de l'Afrique, c'est la banalisation de l'autorité. Il faut que nous revenions au respect de la norme. Aucune société ne peut fonctionner sans le respect de la norme. Et ça, nous avons ça en Afrique avec les réseaux sociaux qui sont arrivés où, vous savez, on parle du chef de l'État comme du voisin du derrière. On parle de papa comme de n'importe qui. L'enfant peut appeler son papa, Emmanuel, je veux te voir, ainsi de suite. Et on a l'impression que c'est ça qu'on appelle l'émancipation. Si l'émancipation nous conduit dans la confusion, alors il faut revoir ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous nous sommes écartés de la norme divine. Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de la terre et de toutes choses. Alors il nous a prescrit une posologie qui est la parole de Dieu qu'il faut que nous consultions pour comprendre comment il faut que nous fonctionnons dans ce monde dans lequel il nous a mis. Mais si nous ne revenons pas considérer ces orientations, ces préceptes qu'il nous a donnés pour les vivre parfaitement, n'attendons pas qu'il y ait quelque chose d'autre. On peut spéculer sur le plan philosophique, sociologique, on peut faire des colloques partout, mais il faut que nous ayons l'humilité de comprendre qu'il faut consulter celui qui est l'auteur de la vie. On ne peut pas, par notre sagesse, à nous accorder par celui qui a fait le monde, nous lever avec celle-ci pour le contrecarrer, ça ne marche pas. Il est question, en toute humilité, de rentrer à l'éternel. Alors le phénomène des réseaux sociaux, qui est un phénomène nouveau, avec les nouvelles technologies, est un facilitateur de l'accélération de la confusion dans le monde. Il faut faire attention. Ça fait que c'est aujourd'hui plus que jamais que les conducteurs, les éducateurs ont du pain sur la planche. Parce que pendant que la population, les gens pensent qu'ils sont totalement libres, moi j'ai appris les gens dire que la femme est affranchie de l'autorité de l'homme. En quoi est-elle affranchie? Est-ce que la femme est un esclave? Alors vous voyez, ça dépend de qui le dit. Et il y a ce mouvement. Vous allez voir tout à l'heure, aujourd'hui on parle de l'égalité du genre.
Vous comprenez? Aujourd'hui, ma femme ne s'appelle pas Madame Ken, elle s'appelle Madame, elle épouse Ken. Il y a toutes ces choses qui sont en train de se mettre sur pied, mais qui sont en train, n'est-ce pas, d'enfreindre, n'est-ce pas, le principe immuable. Nous avons des sacro-saints principes qu'il faut respecter. Malheureusement qu'on ne le respecte plus. Et dès que cette chose-là, je bénis le Seigneur parce que vous vous appelez Madame Nikema, c'est-à-dire que vous portez le nom de votre mari, ah, ça ne marche plus beaucoup. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a ces petites choses qui sont en train de se faire et qui sont en train de déstabiliser le fondement de la vie. Un fondement éthique, moral, qui fait que nous soyons sur une terre ferme, dans un environnement bien organisé. Si on ne respecte pas la norme, si on se trouve dans le... Chacun fait ce qu'il fait dans les réseaux sociaux, mais il faut bien que nous qui sommes les hommes qui diront toutes ces choses, si dans ces réseaux, il y a autant de désordre, que dans les cadres d'éducation, qu'on appelle l'église, les mosquées, ainsi de suite, partout, il faut bien que les éducateurs soient des personnes qui donnent la norme et qui veillent sur la norme. Parce qu'au-delà de tout, chacun se retrouve là-bas. Il faut qu'on dise que c'est pas se laisser aller que vous voyez qui marche, mais c'est la norme qui marche. Ça doit marcher. Voilà. Je voudrais ajouter que oui. Moi je suis vraiment enseignant de la Bible, je résume tout ça dans la Bible, tout ce qui est dit, je ramène tout ça à la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire du fou de Gadara, non? Jésus avait guéri quelqu'un dans une ville qu'on appelle Gadara, qui dormait dans les sépulcres. Ce monde dans lequel nous sommes est un monde de fous. Oui, c'est un monde de fous. Le fou de Gadara n'est rien d'autre que le paradigme, le référentiel de tous les fous de ce siècle présent, qui apparemment sont vivants, qui respirent, mais qui sont dans des sépulcres. Ils dorment dans des tombeaux, dans des cimetières. Romains chapitre 1, verset 20 à 32 dit, se vantant d'être fous, et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que le verset 20 commence par ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient comme à l'œil quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié, ils ne l'ont pas adoré d'être Dieu, créateur. Nous sommes dans un monde de fous, et le fou de Gadara n'est rien d'autre que le paradigme et le référentiel de tous les fous qui apparemment vivants, mais qui sont dans des sépulcres ouverts. Ils ont besoin de Jésus. Alors, docteur Sourgou, on va aborder donc la dernière partie de cette émission, les raisons de votre présence au Burkina, parce qu'on me signale qu'il nous reste moins de 5 minutes. Docteur Sourgou, pourquoi vous êtes venu au Burkina Faso? Gloire à Jésus-Christ. En 2020, en novembre 2020, je suis arrivé au Burkina Faso, invité par une de mes filles, prophétesse Laure. Et je suis venu pour animer un séminaire de formation, parce que je forme les pasteurs, mais aussi les collaborateurs des pasteurs. Okay. Donc, elle m'avait invité pour que je puisse venir relever le niveau des fidèles de son église. Et le thème que je suis venu traiter était ceci, Galates 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement chez les païens. C'est-à-dire quoi? Abraham est sémite. Abraham était de l'autre côté du fleuve l'Euphrate à Babylone, lorsque Dieu s'est révélé à lui, et Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et Abraham est le père de la foi. Abraham est parti. Mais comment une révélation qui a été donnée à un homme de l'autre côté, au Moyen-Orient, comment nous, païens africains, européens, occidentaux, pourquoi nous aujourd'hui nous pouvons affirmer selon Galates 3, verset 27, que nous sommes la postérité d'Abraham? Comment la bénédiction que Dieu a faite à Abraham est arrivée à nous pour que nous puissions nous appeler Israélites de la Nouvelle Alliance? Donc je suis venu faire une démonstration pour démontrer que depuis Abraham, en passant par Isaac, Jacob, Joseph, Joseph qui va en Égypte, qui épouse une femme égyptienne, donc africaine, et donc il y a 2 enfants, Ephraim et Manassé, etc., etc. J'ai fait une démonstration magistrale sur la puissance du Saint-Esprit. Il y avait un prophète qui était dans la salle, qui était le prophète Palé, Herman, qui est le représentant d'une école de théologie américaine, ici. Donc quand il m'a vu donner prêcher, il a été tellement marqué qu'il a fait le rapport à ses, disons, au directeur fondateur de l'école américaine, International Glory University. Et c'est comme ça que j'ai été retenu pour recevoir le doctorat honorifique. Okay. Donc, Palé m'a contacté, et donc je suis venu pour recevoir cette distinction, cette haute distinction, qui est le doctorat honorifique. Que vous avez d'ailleurs déjà reçu. Voilà, nous avons fait la cérémonie le 5 Je permets de toucher donc votre diplôme. Tout en anglais. Hein? C'est en anglais. Mon allié parle très bien l'anglais. D'accord. Voilà, donc peut-être qu'il pourra dire un mot là-dessus. Voilà. Monsieur Nken, quand même, que doit représenter ce prix pour le docteur Sourgou, qui est votre allié, votre ami?
Ok, vous savez, nous avons la grâce dans l'Église d'avoir un homme comme le docteur Allah Sourkou. Il faut que nous commencions à reconnaître les talents que le Seigneur nous a accordés dans l'Église pour les promouvoir au-delà de l'Église locale. Parce que lorsqu'on commence le ministère, c'est vrai qu'on commence quelque part, mais on n'est pas appelé à rester dans une dénomination, il faut qu'on attaque les nations. Et je peux attester ici que nous avons ainsi le docteur Allah Sourkou, qui est un trésor extraordinaire dans l'Église universelle, pour tous ceux qui peuvent humblement solliciter son intervention. Moi, je l'ai vu, je l'ai écouté, et je peux vous dire que c'est un honneur même qu'il fait à cette université de porter ce titre de cette université, parce que sa connaissance est immense. Vous savez, nous, dans la théologie, nous avons 3 formes d'interprétation de la Bible. Nous avons l'interprétation littérale, l'interprétation allégorique, et semi-littérale, semi-allégorique. Et c'est la personne en qui j'ai trouvé une interprétation exacte allégorique. Vous savez, c'est une aventure compliquée, mais quand monsieur le docteur Allah Sourkou vous amène dans cette traduction de la Bible, cette interprétation, c'est d'une exactitude extraordinaire. Alors, quelqu'un qui a à son actif plus de 100 ouvrages écrits, parce que là, il vous présente juste... Il a justement quelques ouvrages ici, oui, nous en parlait tout à l'heure. Voilà. D'accord. Mais il en a comme ça plus de 100. Alors, étude approfondie de la Bible, leçon de vie. Vous voyez, ça c'est juste ce qu'il a sorti récemment. Oui. Mais je vous dis en 10 mois. Hein. Voilà, en 10 mois. En 10 mois. Alors, les deux? Oui, les deux. Oui. Ça, c'est de mars 2021 à septembre 2021, 6 mois. Et de octobre 2021 à décembre 2021. Voilà. Donc quand vous avez des hommes... Quand vous avez des hommes comme ça, je crois qu'il est bon que nous puissions rendre grâce au Seigneur d'avoir des hommes comme ça. Non, ce doctorat est un privilège pour le corps de Christ. Parfois, on a l'impression que c'est la racaille qui conduit l'Église, mais non, que non. Il y a des hommes qui font la démonstration de ce que ce n'est pas les moindres qui prêchent l'Évangile. Il faut avoir une certaine hauteur sur le plan de la compréhension des choses, de la science, et puis maintenant la consécration. Et lui, il allie facilement ces choses, science, n'est-ce pas, et esprit que, voilà, ça peut produire cette reconnaissance. Donc moi, ça ne m'étonne pas, et je dis, c'est une bénédiction. Le docteur là est une bénédiction pour le corps de Christ, et que je dis que tous ceux qui écoutent ceci sachent que nous avons des frères comme lui qui peuvent être une bénédiction. Donc cette distinction n'est que la juste restitution de l'homme Sourkou selon le contenu qu'il représente. Merci bien. On me signale que notre temps est terminé. Franchement, merci à vous. On sait que la suite, c'est encore d'autres missions en Afrique, dans d'autres pays, et puis bien sûr ailleurs, pas seulement en Afrique, mais même au-delà de l'Afrique. On va vous souhaiter bonne chance et surtout que Dieu vous accompagne. Amen. Je me permets de vous bénir, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Madame. Merci. Amen, amen, amen. Je rappelle que nous recevions pour vous sur ce plateau Dr Allah Sourkou. Il faut rappeler qu'il est pasteur, il est pasteur ivoirien et président fondateur de la Minetab et président fondateur également de l'Institut biblique CEFAS. Également sur ce plateau, l'apôtre Emmanuel Nken, président fondateur de la mission Amour et réconciliation avec Christ. Il faut rappeler qu'il est pasteur camerounais. Merci à tous les deux invités d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et c'est ici aussi qu'on s'arrête pour notre entretien de ce jour. Et pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale avec la complicité de la réalisation. Et nous poursuivons avec l'émission de ce jour. Et pour la suite, nous allons parler donc de décoration intérieure, du métier de la finition avec notre invité de ce jour qui vient pour la deuxième fois sur ce plateau. Il s'agit de monsieur Herman Congo. Il est le directeur général de l'entreprise Baraka Déco et BTP. C'est une jeune entreprise évoluant dans le métier donc de la finition des maisons. Bonjour à vous, monsieur Congo. Bonjour, madame Nitiema. Bienvenue à nouveau sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise Baraka Déco et BTP? Qu'est-ce que vous faites? Et Baraka Déco BTP, comme on le dit, déco, c'est la décoration. Et la décoration, c'est tout ce qui entre en... que ce soit objet d'art, que ce soit la peinture, que ce soit le staff, le plafond staff, que ce soit le staff meuble encastré, que ce soit le paysage, le jardin avec les fleurs, que ce soit les cascades artificielles, que ce soit le jet d'eau, un peu comme on voit souvent dans nos hôtels. Oui. Voilà, donc Baraka Déco est beaucoup plus spécialisé, voilà, dans la décoration de ces maisons. Voilà. La décoration de ces maisons. On parle de métier de finition. Est-ce qu'on peut quand même citer quelques
métiers qui interviennent dans les finitions de maisons? Et dans la finition des maisons, comme métier, on peut citer pose de pavé, on peut citer pose de carreaux, la peinture, le staff, comme je le disais, staff plafond. On peut parler aussi d'électricité bâtiment, de plomberie sanitaire. Donc voilà, en grosso modo, les métiers qui entrent en jeu dans le second œuvre. D'accord. On va voir avec la complicité de la réalisation si on peut avoir justement les images des décorations et puis bien sûr des productions que vous avez déjà eu à faire au niveau donc des maisons. Alors, quand on parle justement de déco intérieure, déco extérieure, voilà, on a des images par exemple. Vous avez parlé la dernière fois de cascade artificielle. Voilà. Je suppose qu'il s'agit de cette image. Oui, cette image, c'est pose de papier peint, sur le papier peint, juste pour illustrer cascade artificielle. Comme on peut utiliser des images comme ce que vous voyez, la végétation, on peut utiliser des images d'animaux, on peut même personnaliser. Voilà, prendre une photo et puis appliquer. Du coup, quand on rentre, c'est la personne, le propriétaire de la maison qu'on voit. Ouais. Bien sûr, et puis plus tard on verra donc si on a la possibilité de voir les vidéos avec ces jets d'eau. Monsieur Congo, si vous êtes là ce matin, c'est pour parler d'une conférence que vous organisez. Alors, une conférence qui va se passer le samedi 19 février 2022. Dites-nous quels sont les objectifs de cette conférence. La conférence, déjà le thème c'est le domaine de la finition, l'architecture d'intérieur, enjeux et opportunités. Enjeux, c'est quoi? C'est les problèmes qu'on rencontre dans les finitions. Voilà, je disais tantôt, mon premier passage, les problèmes de la finition, où on a l'habitude de faire appel à des expatriés, de venir finir nos maisons, la construction. Pourtant, quand on regarde, et je viens de citer auparavant les métiers qui interviennent dans la finition. Donc c'est beaucoup plus que ceux-mêmes qui construisent. Parce que si on prend la construction, c'est juste le menuisier et puis le ferrailleur plus le maçon. Ça, c'est 3 corps de métier qui interviennent. Mais quand on prend la finition, on peut avoir plein de 7, pour ne pas dire plus de 7 corps de métier. Ce que je disais, pose de papier, il y a des gens qui vont faire pose de carreaux, pose de pavé, la peinture, le staff, la plomberie sanitaire, l'électricité. Donc vous voyez, il y a plein de corps de métier qui entrent en jeu. Et si nos frères ne s'y mettent pas, du coup vous voyez, ça fait un vide. On sera obligé de faire venir des gens où on va payer très cher parce qu'on les a fait déplacer. Mais donc c'est de brosser un peu et ces insuffisances-là. Les enjeux, c'est de brosser un peu ces insuffisances. Et les opportunités, c'est ce que je disais tantôt, ce qu'on peut avoir en s'y mettant dans les finitions. Et proprement dit, la décoration de maison. Donc voilà un peu l'objectif de la conférence. Et nous allons profiter aussi, lancer quelques activités de l'entreprise. Alors, quelques activités de l'entreprise. Pour la conférence du 19, je sais, c'est vraiment dans quelques jours puisque nous sommes... C'est ce samedi. C'est samedi, voilà. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur le lieu, les conditions de participation? Déjà, pour participer à la conférence, elle est gratuite. 0 francs. Il suffit de savoir présent seulement qu'on demande. Et voilà, donc le lieu, c'est à l'École nationale des travaux publics. Et je résume un peu, c'est si vous arrivez là où on fait le passeport, à Gonguin, vous demandez seulement le TP, puisque les gens appellent l'école couramment TP. Pourtant, c'est l'École nationale des travaux publics. C'est là-bas qu'on forme les ingénieurs en bâtiment, en route, ceux dont vous voyez les techniciens qui sont sur les routes qui participent. Et aussi, il y a, en tout cas, il y a pas mal. Ça serait dans cette école-là. À l'École nationale dont je suis le produit même. Ok. Voilà, de donc vous repartez là-bas pour la conférence le 19 février. Et vous l'avez dit, cette conférence est gratuite. Et passé cette étape de la conférence, il y a une formation maintenant que vous organisez qui est, donc la première session, c'est du 10 au 20 mars 2022. Parlez-nous de cette formation de mars. Ok. Et cette formation de mars, donc de mars, je disais, il y avait près de 25 corps de métier que nous voulons former nos jeunes frères. Mais comme on ne peut pas tout faire à la fois, nous avons choisi de faire 2 corps de métier un peu différents. Donc le premier corps de métier, c'est la peinture design.
comment agencer les couleurs, comment mixer les couleurs pour avoir les couleurs secondaires. Puis il y a des couleurs basiques et des couleurs secondaires. Comment faire tous ces choses-là. Et si vous me permettez, je vais donner cette citation de Marcel Proust qui dit « La beauté ne se trouve pas dans la couleur, mais dans leur agencement. » Donc, comment agencer les couleurs, nous allons parler de ces choses. Et aussi, nous allons ajouter comme bonus la pose de papier peint écologique graphique 3D pour accompagner la formation en peinture design. Donc, le second corps de métier, c'est l'époxy graphique 3D. Vous allez voir un peu sur les images, quand on voit au niveau du sol, les animaux que vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'époxy graphique 3D. C'est un nouveau modèle de décoration qui est en train de voir le jour. Voilà. Donc, ce sont ces deux corps de métier que nous avons lancés. Maintenant, vous allez me demander quels sont les avantages en faisant partie de la formation. Bien sûr, ensuite les conditions aussi pour participer. Okay. Déjà, les avantages, c'est quoi? Si vous participez, on va vous donner